L'Agence du revenu du Canada ou l'Agence du revenu du Québec est toujours présumée avoir raison. Peu importe elle est basée sur quoi, l'opinion du vérificateur est présumée valide et le contribuable doit pouvoir prouver qu'elle ne l'est pas pour réussir à la renverser. Essentiellement, j'ai choisi McGill parce que je me disais que j'avais plus à apprendre dans un environnement où je me sortais de ma zone de confort. Avant de faire du litige fiscal, personnellement, je pensais que la fiscalité, c'était plate et que c'était des circonstances dans lesquelles des grandes entreprises veulent pas payer leur part puis essayent de flouer l'État puis vraiment, là, comme c'est les petits contribuables qui en souffrent au final. Fait que là, bon, si tu travailles chez Deloitte en litige fiscal... Je ne travaille pas chez Deloitte, je travaille chez Deloitte Légal Canada, qui est un bureau d'avocats affilié à Deloitte, mais on est deux entités légales distinctes. Ça travaille la patience, la créativité et la persévérance. Ça permet vraiment, par contre, d'avoir une excellente compréhension de comment le système fonctionne. Puis je me disais que de toute façon, il n'y a jamais rien à perdre de sortir de sa zone de confort, de se pousser plus loin. Puis je suis très contente de l'avoir fait. Bonjour et bienvenue au Léviade Podcast, un podcast conçu pour les étudiants en droit qui révèle des aspects du droit qu'on ne voit ni en classe ni en stage. Aujourd'hui, je suis avec Audrey-Anne Côté chez Deloitte Légal, qui est avocate en litige fiscal. Donc, on parle de son parcours, des études jusqu'à la pratique. On parle aussi de son rôle de fiscaliste passionné dans la défense des contribuables contre la machine de l'État. Et on parle de son quotidien. Donc, on regarde une journée typique là, chez Deloitte Légal, comment elle travaille avec ses clients, le type de mandat sur lequel elle travaille. Puis on va vraiment en détail sur son quotidien, sa vie ressemble à quoi. Donc, allons-y. Bonjour Audrey-Anne, merci d'être parmi nous. Pour commencer, j'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as étudié, puis qu'est-ce qui t'a apporté en droit? OK. Donc, moi, je suis originaire de Granby, donc en Estrie. J'ai fait, le primaire, secondaire, cégep à Granby. Puis après ça, j'ai appliqué en droit à différentes universités, puis j'ai choisi d'aller faire mon droit à l'Université McGill. Donc, directement du cégep, ce qui pour McGill est un peu inhabituel parce que, bon, comme vous le savez probablement, là, le principe des universités anglophones, c'est que le droit, c'est un bac de second niveau, pas de second niveau, là, mais grad Bref, school, c'est ça, exactement. C'est grad school, essentiellement. Donc, tu es supposé avoir fait un undergrad, qui est comme un baccalauréat régulier en premier, puis faire ton droit après. Fait que ça a été un peu un défi quand même, là, parce qu'on partait du cégep de Granby, c'est-à-dire exclusivement en français, dans un milieu francophone, d'une famille francophone, pour aller vers McGill, qui était une université qui se targue d'être bilingue, mais... Mais on le sait. Qui est plus disons que c'est plus un 70-30 ou un 60-40 qu'un 50-50, là. Puis initialement, qu'est-ce qui t'avait apporté vers le droit? Est-ce que c'était dans ta famille? Ou... Non, absolument pas. Pas d'avocat dans ma famille, ou du moins pas proche, là, peut-être un grand-oncle lointain, mais rien de vraiment proche. Essentiellement, puis on va probablement discuter aussi, là, mais je suis pas quelqu'un qui croit vraiment à faire de grands plans très élaborés à l'avance. J'ai l'impression que si tu suis tes intérêts, ça va juste t'amener naturellement vers là où tu devrais être, ou ça va t'amener naturellement vers un endroit qui va te convenir puis qui va t'intéresser. Fait que pour moi, ça a été plutôt un processus de sélection naturelle, dans le fond, de ça dans quoi j'ai choisi d'étudier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que des cours m'intéressaient plus, j'optais plus pour ceux-ci. J'ai rapidement laissé aller les maths, chimie, physique, etc., qui ne m'intéressaient pas. Puis, éventuellement, on s'est retrouvés devant des humanities, là, donc des journalisme, droit, enseignement, etc., par exemple. Puis, moi, ce qui m'intéressait le plus du droit, c'était l'impression que le droit, étant une société de droit, c'est ce qui régit la société entièrement. On dirait que ça m'apparaissait presque inconcevable de ne pas comprendre les règles qui régissaient la société dans laquelle je vais évoluer. Donc, je me disais qu'à la limite, même si après ça, je décidais que je voulais faire autre chose, j'aurais minimalement cette connaissance-là qui est pas de base, parce que je comprends que c'est pas de base de faire son droit, là, mais qui m'apparaissait être de base. C'est comme un peu les règles du jeu, un peu, le jeu de la vie, là, je comprends. Est-ce que ton avis a changé par rapport à ça à travers le temps? Ou est-ce que tu partages encore cette opinion-là? Je partage encore vraiment cette opinion-là, puis même que ça me sidère presque à chaque fois de réaliser à quel point ça régit tous les aspects de notre vie, et la plupart d'entre nous le savent juste pas. La quantité de règles de droit civil qui s'approchent un peu du bon sens, puis que la plupart des gens vont comme connaître un peu instinctivement, mais en n'ayant aucune connaissance de ça,
ce qui régit pourtant toutes leurs relations interpersonnelles, toute leur vie, tout leur quotidien, c'est particulier. Puis est-ce que tu as des exemples spécifiques là, de cas où tu dirais comme ça, c'est le genre de choses que les gens devraient savoir que c'est un principe juridique ou c'est un concept de droit? Ah, moi, je pense à des choses tellement niaiseuses, comme les premières fois où est-ce que, dans mes cours de responsabilité civile, j'ai appris que des gens pouvaient être tenus responsables du facteur qui se blesse parce qu'ils n'ont pas déneigé leur entrée. Des choses tellement, tellement simples. Moi, j'aurais jamais pensé que si je déneigeais pas mes escaliers, que je pouvais me retrouver à être vraiment, vraiment dans le trou. Fait que vraiment des petites affaires comme ça, là. Après ça, il y a toujours le plus extrême un peu, là, comme différents cas vraiment plus flyés qui font des bonnes anecdotes puis des bonnes histoires, mais c'était vraiment plus sur les abeilles. Genre. Ou le gars qui avait poursuivi Pepsi parce qu'il y avait une annonce qui expliquait que tu sais, le système de points, là... Bref, c'est un système de points que tu pouvais accumuler en faisant des achats. Puis là, après ça, il était dans une pub. C'était un jet d'armée. C'était un avion d'armée. C'était un jet. Puis le gars avait dit que c'était essentiellement une offre du jet. Puis que ça comptait, qu'il pouvait tenir Pepsi à lui forcer à vendre un jet. Pepsi n'aurait même pas pu lui vendre le jet s'il voulait, là, mais bref. On tient ça à cœur, nos points Pepsi. Puis là, si on circle back à... Bon, là, on parlait de McGill. Oui. C'est qu'est-ce qui t'a fait choisir McGill versus une autre université, par exemple? Parce que tu sais, t'as quand même t'as pas choisi la facilité, là? Non. Tu me parlais de ton background. C'est spécifiquement la raison pour laquelle j'ai choisi McGill. Essentiellement, j'ai choisi McGill parce que je me disais que j'avais plus à apprendre dans un environnement où je me sortais de ma zone de confort. Donc, essentiellement, j'hésitais entre Sherbrooke, l'UDM, McGill. Sherbrooke, je l'ai rapidement écarté juste finalement parce que, ma famille... Il y avait des circonstances qui faisaient en sorte que j'allais devoir me retrouver à Montréal. Donc, je me retrouvais à Montréal, ce qui laissait l'UDM puis McGill. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi McGill, c'est parce que je me suis dit que l'UDM ressemblerait probablement plus à ce que je connaissais déjà. Mais je me disais que, non seulement il y avait l'anglais, il y avait le fait que ça allait m'offrir l'expérience de la common law également, en plus du droit civil. Puis je me disais que de toute façon, il n'y a jamais rien à perdre de sortir de sa zone de confort, de se pousser plus loin. Puis je suis très contente de l'avoir fait. Fait que là, t'es allée à McGill. J'imagine que tu connaissais personne aussi à McGill. Absolument personne. De Granby. Absolument personne. Personne du cégep de Granby qui allait là, définitivement. Puis comment ça a été tes années universitaires, malgré tout? Ça a super bien été. Puis là, je dis ça avec le recul. Sur le coup, je suis pas sûre que j'aurais dit nécessairement la même chose, là. C'est sûr que la mémoire est une faculté qui oublie, mais ça a très bien été. Je pense que quand on se sort de sa zone de confort, mais qu'on est préparé mentalement à le faire, il y a une certaine... un certain dérapage contrôlé, là, d'accepter qu'il y a une perte de contrôle, d'accepter que tu passes possiblement d'un élève jugé modèle, très bonne cotère, top of the class, à pas évoluer nécessairement dans ta langue première, te retrouver avec des gens qui ont en majorité déjà des bacs, certains des maîtrises, certains des doctorats avant d'arriver là. Fait que tout le monde est un peu plus à l'aise que toi. Je pense que ça te force aussi à pick up the pace un peu. Quand tu vois que tout le monde est plus avancé, que tout le monde a l'air d'avoir plus de facilité, puis est déjà rendu un peu plus loin que toi, t'as comme pas le choix de mettre les bouchées doubles pour te mettre à niveau, puis ça te permet d'apprendre beaucoup plus rapidement que si t'es avec des personnes qui son petit train va loin en même temps que toi dans leur apprentissage, je trouve. En même temps, c'est sûr que c'est un peu violent comme méthode. C'est ça doit. Puis la course au stage, c'est comment ça approchait à McGill? Est-ce que c'est super compétitif? Est-ce que c'est comme... C'est moins compétitif à McGill qu'à l'UDM de ce que je sais, et possiblement à l'Université de Sherbrooke, ça, je le sais moins. Là. Puis là, je mentionne comme si l'Université d'Ottawa puis l'Université Laval n'existaient pas, mais c'est comme trop loin, puis je ne connaissais pas les gens qui allaient là. Ici. C'est ça, voilà. Bon. Mais je sais que c'est moins compétitif à McGill simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont opter pour des carrières alternatives et beaucoup plus de gens qui... étant déjà plus vieux en commençant leur bac, ont généralement une meilleure idée de ce qu'ils veulent faire. Puis je pense que la course au stage, pour beaucoup d'étudiants en droit, c'est un peu comme l'équivalent d'aller en sciences nat au cégep, c'est-à-dire d'ouvrir des portes. Donc, de se dire, je suis pas certain que c'est ce que je veux faire de ma carrière, je suis pas certain que je veux travailler en grand cabinet, mais parce que ça va me permettre d'ouvrir des portes pour à peu près n'importe quoi d'autre que je veux faire dans ma carrière par la suite, je vais y aller quand même. Alors que quand tu te retrouves avec des étudiants un peu plus vieux qui savent déjà où ils veulent s'en aller, l'option ouvrir des portes... Ça a moins de valeur pour eux. Ouais, exactement. Fait qu'on était déjà moins nombreux
à McGill à faire la course au stage, puis c'était moins considéré comme étant un passage obligé. Là. C'était vraiment plus une question de « Ah, toi, t'as fait-tu? Oui, non. » Si ça te tentait. Ouais, exactement. Est-ce que tu l'as fait, somme toute? Moi, j'ai fait la course au stage. Je me suis retrouvée chez BCF initialement. Puis quand je dis initialement, là, j'ai fait j'ai fait un été étudiant chez BCF. Ouais, c'est ça. J'ai fait un été étudiant, puis après ça, c'était stage du barreau, puis après ça, j'ai été avocate là, pendant un petit peu plus d'1 an là, avant de bouger. Est-ce que tu as tout de suite rentré en fiscalité? Comment est-ce que tu as découvert ton domaine? Non. Moi, je suis curieux du character arc là, qui Ouais. arrive en fiscalité. Oui. Ben déjà, à McGill, le cours de fiscalité n'est pas obligatoire. Okay. Donc, moi, j'avais pris aucun cours de fiscalité. Mhm. Je pensais pas que ça m'intéresserait. Ah ouais. Je me souviens, quand je suis arrivée chez BCF pour mon premier été étudiant, on faisait... la personne des ressources humaines là, qui nous accueillait nous faisait faire comme le tour de tous les bureaux, essentiellement, là, puis de tous les étages. Puis il nous présentait aux avocats en mode « Voici Audrey-Anne, un tel, une telle. Ils sont étudiants d'été. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez les contacter. » Puis, j'étais passée justement à l'étage de l'équipe qui faisait de la fiscalité. Puis, j'avais parlé à une avocate qui est maintenant ma collègue. Et je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle faisait de la fiscalité. Puis là, moi, j'avais dit « Ah, moi, les planifications d'entreprise, moi, je vais pas faire du corporatif. » Moi, J'étais les maths. Ben, c'était même pas les maths plus que le droit des affaires qui m'intéressait pas. Puis elle était comme « Non, ça n'a pas rapport. Moi, je fais du litige fiscal. » Puis j'étais comme « Hein? » Puis elle avait essayé de m'expliquer. Puis je me souviens, du haut de mon caractère d'étudiante pas gênée, de lui avoir dit que je trouvais que ça sonnait vraiment plate. J'étais comme « Ah ouais, cute, mais ça m'intéresse vraiment pas. » Ça m'intéressait comme pas pantoute. Puis, éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que à mon stage du barreau, fait que là, techniquement, ça fait déjà 1 an là, que j'ai travaillé mon été étudiant chez BCF. J'arrive à mon stage du barreau. Puis, il y a un associé qui faisait du litige fiscal à peu près exclusivement, qui avait besoin d'aide pour un procès. Puis, il a fait ce que les associés faisaient à ce moment-là là, chez BCF, c'est-à-dire que tu as une espèce de groupe email de stagiaires. Fait que tu lances une ligne. Please help. Oui, exactement. Comme j'ai un procès, est-ce que quelqu'un est disponible? Bon, j'avais de la disponibilité, j'ai levé la main, j'ai fait le procès avec lui, puis je l'avais encore une fois dit très clairement au début, c'est pas ce que je veux faire, mais ça va me faire vraiment plaisir d'aider. Tu sais, comme t'es là pour apprendre de toute façon en stage, fait que c'est pas grave si c'est pas ce que tu veux faire au final. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. C'était un procès d'1 semaine. On avait mis beaucoup de temps de préparation à l'avance. J'ai fini par aider à préparer des témoins. J'ai assisté au procès tout le long. Puis des ça témoins? a vraiment... Oh. Oui, Ah oui. Est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus? Essentiellement, les témoins en matière de litige fiscal, ça va être des personnes qui travaillent chez... Ça va être le contribuable ou des employés du contribuable, les comptables du contribuable et les vérificateurs de l'Agence du revenu du Canada ou de l'Agence du revenu du Québec. Fait que c'est pas super flyé comme témoin. C'est pas le voisin, mais pareil. Non, exactement. C'est loin d'être le voisin, mais il y a des témoignages quand même. Fait que j'avais participé complètement à ça, puis à partir de ce moment-là, j'ai juste tellement aimé ça que j'avais comme levé la main pour prendre plus de mandats de cette nature-là. Puis rapidement, j'ai changé de maître de stage, puis j'ai été directement vers le litige fiscal. Là. OK. Puis t'as trouvé... C'est le coup de foudre à ce moment-là. Oui, pas mal. Okay. Pas mal. Fait que c'est comme un procès qui a tout changé. Là. Je pense que ça vaudrait la peine de, tu sais, peut-être pour les gens qui connaissent pas nécessairement le domaine, de peut-être faire un cours 101 de, la fiscalité, la planif, l'assertif, le litige, puis après, tu sais, c'est quoi la différence entre tout ça? C'est qui le genre de personnalité qui évolue dans tout ça? Je serais quand même curieux de t'entendre. OK, allons-y. Donc, la fiscalité, bon, impôts, taxes, de base. La distinction entre la planification puis le litige, c'est essentiellement l'étape à laquelle on intervient. Donc, la planification, c'est en amont. La planification, c'est un contribuable qui est une personne physique ou morale qui va venir te voir, t'expliquer son désir de conclure une certaine transaction ou d'aller chercher un certain
ou d'aller chercher un certain résultat fiscal, là, d'arranger ses affaires. Ça peut être de prévoir sa succession, d'organiser ses affaires familiales, de réorganiser une entreprise, de faire un achat d'une autre entreprise. Puis, le rôle de l'avocat qui fait de la planification fiscale, ça va être de monter un plan pour s'assurer que, les transactions ou l'organisation effectuée respectent les lois fiscales applicables. Et deuxièmement, idéalement, que c'est organisé de la manière la plus efficace et avantageuse possible. Donc ça, on est vraiment en planification. Le principe de la planification va être beaucoup plus large généralement que le litige parce qu'on se pose toutes les questions du possible, de ce qui pourrait arriver avec cette transaction-là ou avec cette situation-là. Les avocats de litige fiscal, eux, interviennent quand il y a eu un problème. Donc, on est... le contraire d'être en amont, on arrive après les faits. Nous, on va arriver dans le dossier à partir du moment où il y a, au plus tôt, une vérification, sinon opposition, sinon appel de cotisation. Donc, la façon dont ça fonctionne, le système fiscal canadien, c'est un système d'autocotisation. Donc, comme vous le savez, tant les particuliers que les corporations déclarent leurs revenus basés sur la bonne foi et l'honnêteté. Et l'Agence du revenu du Canada et l'Agence du revenu du Québec vont émettre à peu près automatiquement une cotisation en fonction de la déclaration de revenus qui est envoyée. Donc, généralement, une première cotisation, ça reflète à peu près parfaitement ce que vous avez déclaré dans vos déclarations de revenus parce que c'est pas vrai que les autorités fiscales ont le temps d'aller regarder et vérifier pour chaque citoyen canadien, chaque entreprise canadienne, que tout a été dûment déclaré et tout a été déclaré correctement. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'après ça, pour toutes sortes de différentes raisons, il y en a que c'est il y a des dénonciations qui sont possibles, il y a des vérifications qui sont faites vraiment juste au hasard, comme à chaque année, il y a certains contribuables qui vont être choisis pour faire une vérification au hasard. Des fois, il y a des vérifications qui sont déclenchées quand des contribuables participent à un certain programme ou font une certaine divulgation de certains types de transactions. Dans ces moments-là, les autorités fiscales compétentes, soit l'Agence du revenu du Canada, soit l'Agence du revenu du Québec, soit des fois les deux, vont venir effectuer une vérification de la déclaration pour s'assurer qu'elle est complète et correcte. Puis quand tu dis contribuable, c'est autant moi qu'une compagnie? Contribuable, c'est quiconque paye des impôts, techniquement. OK. Après ça, c'est un petit peu plus... ça peut virer un petit peu plus complexe que ça, là, mais essentiellement, contribuable, c'est une personne qui contribue à l'impôt. OK. Puis c'est le terme qu'on utilise tout le temps parce qu'effectivement, ça inclut comme tout le monde. Englobe tout le monde. Exactement. Donc, quand on arrive à l'étape de la vérification, donc l'Agence du revenu du Canada, l'Agence du revenu du Québec vont poser différentes questions, des fois même venir, quand c'est des entreprises, venir sur place, vérifier les registres, vérifier les livres. Quand c'est un particulier, demander à vérifier tout ce qui est en lien avec... si c'est un travailleur autonome, par exemple, les différentes factures qui ont été utilisées pour déduire des dépenses qui ont servi à générer leurs revenus, tu sais, peu importe, là, vraiment d'aller vérifier en détail tout ce qui a été déclaré. Si l'agence conclut que le contribuable a dûment et correctement déclaré tous ses revenus, ça en reste là. La première cotisation reste en place, on n'en parle plus, c'est terminé. Si on conclut que c'était incomplet, inexact, ou même qu'on n'est pas d'accord. Des fois, c'est une question d'interprétation aussi, là, sur à quoi on avait droit puis à quoi on n'avait pas droit, là. Ce qui va arriver, c'est que l'autorité fiscale va émettre une nouvelle cotisation. Une fois qu'une nouvelle cotisation a été mise, la manière de contester cette cotisation-là, elle est en deux temps. En premier temps, il existe une révision administrative. C'est un processus qu'on appelle le processus d'opposition. On peut s'opposer envers l'autorité fiscale qui a émis la nouvelle cotisation, puis essayer d'expliquer nos motifs sur pourquoi est-ce qu'on considère que cette cotisation-là, elle est inexacte ou elle est erronée, pourquoi est-ce que, vous avez conclu que j'avais pas déclaré cette chose-là de la bonne façon, mais oui, je l'ai déclaré de la bonne façon parce que X, Y, Z, document à l'appui, des fois même, on rentre dans le droit, jurisprudence à l'appui, interprétation technique à l'appui, pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'un contribuable a adopté cette position-là, puis pourquoi est-ce que cette position-là, elle est correcte. Des fois, l'opposition, c'est accepté, puis ils vont simplement canceller la nouvelle cotisation, rétablir la première, ou ils vont établir une nouvelle cotisation qui reflète
la conclusion qui a été obtenue. Mais parfois, en opposition, les autorités fiscales décident de maintenir leur décision initiale puis disent on n'est toujours pas d'accord. En quel cas, la seule option restante est de faire ce qu'on appelle un appel de cotisation. Donc ça, c'est essentiellement de poursuivre l'autorité fiscale devant, si c'est l'Agence du revenu du Canada, devant la Cour canadienne de l'impôt, qui est une cour fédérale spécialisée en matière d'impôt, ou si c'est une cotisation de Revenu Québec, devant la Cour du Québec, peu importe le montant en litige, qui a compétence exclusive pour les matières fiscales. OK. Donc, nous, comme je dis, si un client est très proactif, veut vraiment là, limiter son risque le plus possible, des fois, des avocats en litige fiscal vont être impliqués dès l'étape de la vérification. Nous, ça peut nous aider de voir les questions qui sont posées par l'autorité fiscale pour aider à guider le contribuable à savoir où est-ce qu'on pense qu'ils s'en vont avec ça, comment est-ce qu'on peut formuler les réponses de manière à ce que ce soit le plus clair possible, qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations de part et d'autre, puis augmenter les chances que la vérification ne résulte pas en une nouvelle cotisation. Puis les contribuables, pas les moins proactifs, mais mettons qui n'ont pas voulu nécessairement avoir recours à un avocat de litige fiscal dès le début, vont se retrouver à nous impliquer quand vient le temps de faire un appel de cotisation. Puis là, ça va être porté, comme tout litige, éventuellement jusqu'à procès. Puis là, ton premier cas, c'était un appel de cotisation avec Revenu Québec. Puis ça avait l'air d'un gros cas. Avec Revenu Québec, à la Cour du Québec, c'était vraiment un dossier particulier parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que il y a une certaine image, je pense, qui est partagée peut-être par la population générale, définitivement par beaucoup d'avocats de Revenu Québec et de Revenu Canada, à l'effet que les contribuables sont comme constamment en train d'essayer d'éluder l'impôt et que les agences, les autorités fiscales sont une espèce de garde-fou contre la fraude et la négligence de contribuables qui essayent de ne pas payer leur dû. La nuance à faire là-dedans, c'est que, moi, dans ma pratique, je ne fais pas de pénal. Donc, à partir du moment où il y a de la fraude, de l'omission volontaire, moi, je n'y touche pas. Ça ne fait pas partie de notre pratique. On les réfère à d'autres gens. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait. Puis à partir du moment où est-ce qu'on a un instinct, disons, en regardant les faits qu'il pourrait y avoir un cas de fraude ou d'omission volontaire de déclaration, on préfère simplement ne pas y toucher. Parce que c'est pas notre pratique. Donc, ça fait en sorte que pour moi, les contribuables qui se font cotiser, que je représente, sont exclusivement des contribuables qui soit ont commis une erreur, soit il y a une erreur administrative, des fois il y a une erreur dans le système comptable, il y a eu un bug pendant quelques mois, les ventes qui venaient des États-Unis n'ont pas été comptabilisées parce qu'il y avait un glitch dans le code, puis là, on essaye de les refaire, puis de tout déclarer dûment. Ou ça va être des questions d'interprétation, c'est-à-dire on a réclamé une déduction, un crédit d'impôt dans un programme spécifique. Nous, on pense qu'on respecte les conditions du programme puis qu'on avait le droit de réclamer ce crédit-là. L'agence va dire on pense que vous ne respectez pas les conditions du programme, vous n'êtes pas éligible, vous n'auriez pas dû le réclamer. Puis là, on va s'obstiner sur les conditions du programme, puis est-ce que notre client le respecte ou non. Ça fait en sorte qu'on a souvent l'impression de se battre avec quelqu'un qui nous voit comme des bandits, un peu. Il y a vraiment une espèce de présomption parfois, là, comme de malhonnêteté chez le contribuable, ce qui fait en sorte que des fois, les autorités fiscales vont aller très fort sur des contribuables qui sont pas toujours si sophistiqués que ça non plus, qui ont peut-être moins bien compris, qui étaient plus d'incompréhension que de mauvaise foi. C'est un super bon point là-dedans. C'est quelque chose que j'ai partagé beaucoup avec d'autres fiscalistes puis des fiscalistes en litige beaucoup. C'est que naturellement, mon intuition, c'est de penser que l'État, c'est la main qui distribue. C'est l'État généreux. Mais dans un contexte de litige fiscal, une chose qui m'avait frappé quand je parlais avec des collègues à l'époque, quand on parlait tantôt, j'ai fait un été étudiant en fiscalité, en réorg. Évidemment, pas ma pratique maintenant. Mais quelque chose qui m'avait frappé, c'était que les fiscalistes partagent beaucoup le point de vue que la situation contribuable contre Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada, c'est David contre Goliath. Donc, on est loin de la main qui distribue.
mais on est beaucoup plus dans un contexte de... Tu sais, l'État a infini de ressources. Oui. Le contribuable veut juste essayer de rouler sa business en essayant de comprendre les règles complexes de l'impôt et est souvent pris dans une situation où tu as un employé de l'État qui peut ou ne peut ne pas être assez zélé, qui lui a beaucoup, beaucoup de pouvoir sur la vie et l'impact de la business, par exemple, d'un contribuable, ce qui est terrifiant quand on y pense. Fait que bref, ça me faisait penser à ça. Absolument. Bien, essentiellement, il y a un des principes de base là, dans le litige fiscal, c'est que les positions qui sont adoptées par les autorités fiscales sont présumées être valides. Ouais. Donc, quand un vérificateur même émet une hypothèse, là, sans mettons, est allé, a vérifié, puis a conclu que telle chose a été mal déclarée. Automatiquement, peu importe elle est basée sur quoi, l'opinion du vérificateur est présumée valide et le contribuable doit pouvoir prouver qu'elle ne l'est pas pour réussir à la renverser. L'Agence du revenu du Canada ou l'Agence du revenu du Québec est toujours présumée avoir raison jusqu'à ce qu'un contribuable réussisse à faire la preuve du contraire. Peu importe c'est basé sur quoi, peu importe si la cotisation est complètement arbitraire, sortie d'un peu n'importe où, c'est pas grave. Ils sont toujours présumés avoir raison. Donc déjà, tu pars toujours avec une position de recul à la base. Moi, l'exemple, le premier procès que j'ai fait, puis ce qui m'avait frappé, c'est que, sans nommer de nom, c'était une famille immigrante première génération qui avait une épicerie. Quand même une bonne épicerie, là, de bonne taille, là, les affaires allaient bien. Mais c'était une comptabilité qui n'était pas nécessairement la plus... Tu sais, c'est une business familiale. Puis c'est une business familiale épicerie, là, comme c'est pas une business familiale genre bureau de comptable. Fait que la comptabilité était pas parfaite, disons, comme ça. Par exemple, le grand livre était à la main. Là. C'est ça. Le vérificateur de Revenu Québec n'a jamais fait de visite sur les lieux. Il n'a jamais analysé le grand livre pour déterminer si les ventes étaient exactes. Là. Fait que dans le fond, avec le grand livre, tu as les achats de produits puis les ventes de produits. Là. Ça te permet de balancer le tout pour déterminer quels étaient les revenus. Ce que le vérificateur de Revenu Québec a fait essentiellement, c'est qu'il a regardé les revenus annuels de l'épicerie sur une période de plusieurs années. Il a regardé, selon Statistique Canada, c'est quoi un revenu moyen. J'allais dire pour une épicerie, mais pas pour une épicerie. Il a pris les revenus moyens pour une boucherie parce qu'il y avait un comptoir de viande dans l'épicerie. Okay. Puis il a dit, OK, les revenus moyens d'une boucherie, puis il calculait par pied carré, OK? Fait qu'il disait, une boucherie qui fait 200 pieds carrés fait en moyenne, selon Statistique Canada, tel montant de revenus par année. Puis là, il a regardé le pied carré de l'épicerie en question, qui est une épicerie dans laquelle il y a des allées et des allées de canage, riz, toutes sortes de produits qui coûtent vraiment, vraiment, vraiment moins cher que de la viande. Hein? Et il a appliqué la moyenne d'une boucherie par pied carré pour toute l'épicerie. Puis il a dit, il y a tellement un gros écart entre la moyenne et ce que vous avez déclaré comme revenu que ça doit vouloir dire que les revenus que vous avez déclarés vous avez sous-déclaré vos revenus, puis il a cotisé la différence entre les deux. Ce qui était réclamé en matière d'impôts se calculait dans les millions. Ben oui. Puis on parlait essentiellement d'une famille qui a comme grands actifs, là, comme une maison à 500 000 à Ville-Saint-Laurent. Là, Puis ils viennent d'arriver, je sais pas. Première génération. Mais tu sais, je sais pas les millions seraient allés où, personnellement, là, mais c'est ce niveau-là un peu d'absurdité, là. Puis est-ce qu'ils cotisaient, j'imagine, rétroactivement sur plusieurs années? Là, parce que souvent, une fois qu'ils commencent à faire ça... Absolument, sur une grande période, sur plusieurs années. Fait que ce qu'il a fallu faire à ce niveau-là, là, ça a été d'aller en opposition. L'opposition a été rejetée. Après ça, d'aller en appel de cotisation devant la Cour du Québec. Puis devant la Cour du Québec, de faire témoigner le vérificateur pour lui dire, OK, mais votre décision, elle est basée sur quoi? Est-ce que vous avez regardé le grand livre? Non. Est-ce qu'il vous a été... Est-ce qu'on vous a offert de le regarder? Oui. Puis là, le juge d'être comme... OK. Puis là, d'y aller petit à petit. Puis là, après ça, de faire témoigner le contribuable, le propriétaire de l'épicerie lui-même, puis de lui dire, OK, est-ce que c'est une boucherie que vous tenez? Non.
Pouvez-vous nous montrer les proportions de vente, dans vos ventes, là, quelle proportion qui est de la viande puis quelle proportion qui est d'autres produits alimentaires qui se vendent vraiment moins cher? Ouais. Puis là, regarde les proportions. OK. Combien de pieds carrés est-ce que la portion boucherie de l'épicerie représente par rapport à toute l'épicerie? Très peu. OK. Puis là, on a été petit à petit comme ça démolir, c'est le terme qui est utilisé, là, c'est démolir la présomption de validité. On est allé démolir le calcul du vérificateur jusqu'à un point où on a été capable de démontrer qu'il y avait tellement tellement de problèmes dans son analyse, tellement de problèmes dans sa logique que son résultat pouvait pas être fiable. Ben oui. Et donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que la cotisation est retournée à Revenu Québec, puis essentiellement, la Cour du Québec leur dit « try again ». Faites mieux ça. C'est quoi la réceptivité des juges en règle générale? Puis j'imagine qu'il va y avoir une différence entre, mettons, la Cour canadienne de l'impôt puis peut-être la Cour du Québec, vu qu'il y a plus une spécialisation, là, puis peut-être on pourrait y aller là-dedans, mais la réception moyenne d'un juge, est-ce que le juge partage l'avis général de, par exemple, Revenu Québec, que le contribuable essaie toujours de s'en sauver, ou est-ce que les juges sont en moyenne plus réceptifs aux contribuables et à la complexité du système? Je dirais que les juges sont plus réceptifs, définitivement. Pas aux contribuables spécifiquement, mais du moins tombent moins dans le panneau de l'idée que l'État est un grand sauveur et que les contribuables sont tous des bandits, là. Déjà. Après ça, par contre, en termes de réceptivité, ça dépend vraiment des juges. Parce que ce qui arrive aussi avec des juges qui font des dossiers en fiscalité, en Cour du Québec, c'est une autre histoire. À la Cour canadienne de l'impôt, ce sont tous d'anciens avocats fiscalistes. Exact. Ce sont tous des fiscalistes. C'est ça. Donc, ce sont tous des gens qui ont travaillé soit pour les autorités fiscales, soit pour des contribuables au privé, mais qui, de part et d'autre, si je pense aux avocats du département de la justice, parce que personnellement, je fais principalement du fédéral, autant on peut être en désaccord sur plein de choses, autant on peut avoir un paquet de critiques à leur faire. Ce sont quand même principalement des avocats très compétents et ce sont des avocats qui se retrouvent à défendre la position de l'autorité fiscale sans avoir pris cette décision-là. C'est-à-dire qu'eux vont devoir essayer de défendre la position qui a été prise par un vérificateur ou une vérificatrice. Des fois, eux aussi trouvent que le vérificateur ou la vérificatrice n'a pas fait le meilleur travail qui soit. Fait que même... Et vice-versa, des personnes qui ont travaillé dans le privé ont vu des clients aussi qui n'étaient pas toujours de super bonne foi. Fait que je pense que même quand un juge qui vient du privé ou du ministère de la Justice ou du département de la Justice, ce sont quand même des gens qui ont vu les deux côtés de la médaille, même en travaillant seulement d'un côté, puis qui ont une bonne compréhension quand même de la nuance, là. Ouais. Ils doivent aussi être plus sophistiqués, donc ils comprennent c'est quoi. Tu sais, pour, mettons, un juge ou, mettons, disons un juge qui a travaillé comme avocat fiscaliste, j'imagine que ces personnes-là ont une bonne compréhension du processus rationnel. Sûrement qu'ils ont vu la problématique d'appliquer le pied carré d'une boucherie partout. Ils ont sûrement dû flipper un petit peu, dire ça manque de sérieux, là. Absolument. Okay. Mais après ça, c'est aussi plein d'autres, comme dans tout litige, c'est aussi plein d'autres considérations, là. Est-ce que le client a l'air de quelqu'un à qui on a envie de faire confiance? Ça nous est arrivé des fois d'avoir des clients où est-ce qu'on les prépare à témoigner, puis c'est vraiment là comme des gens tellement droits, tellement honnêtes. Puis là, ils arrivent pour témoigner, puis c'est comme s'ils sont stressés à l'idée de témoigner. Puis là, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils paraissent bien. Puis on dirait que plus ils essaient de se justifier, plus ils ont l'air de mentir. Puis là, t'es comme... Tu sais comme plus comment les aider. Là, t'es genre, tu parles pas comme ça d'habitude. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive en ce moment. Je sais pas si t'es stressé. Mais ça paraît pas bien. Fait qu'après ça, il y a aussi beaucoup... Il y a aussi beaucoup de comment tu te présentes, beaucoup de... C'est plein de nuances. C'est pas que les faits, c'est pas que le droit. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, là. Y a-t-il un type de client que tu préfères ou de type de situation que tu préfères, genre qui t'intéresse particulièrement? Je dirais que, là où je travaille présentement, c'est principalement, en fait, c'est quasi exclusivement des sociétés. Simplement parce que, c'est quand même des bons honoraires, là, je vous mentirai pas, c'est quand même pas donné. Puis pour un litige fiscal, ça peut être, la facture peut devenir très salée très rapidement. Donc, logiquement,
on recommande pas, même s'il y a certains contribuables, des fois, qui sont des individus qui vont venir essayer de voir, généralement, on leur recommande pas. On pousse pas trop parce qu'on veut pas les mettre dans une situation où est-ce que nos honoraires sont disproportionnés par rapport à ce qu'ils vont aller rechercher. Il y a toujours, évidemment, des exceptions pour des personnes dont les cotisations sont très, très élevées, là. Mais ce sur quoi on se spécialise, c'est du prix de transfert et des crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Ce qui est vraiment, vraiment cool avec ces deux domaines-là, c'est que le prix de transfert, essentiellement, c'est une spécificité en fiscalité qui porte sur les transactions que des entreprises internationales vont avoir entre les différentes filiales ou entre différentes composantes de leurs entreprises. Donc, si, par exemple, compagnie X a une entité X Canada puis une entité X Belgique, ben si l'entité X Canada et X Belgique ont des transactions entre elles, ça peut générer toutes sortes de... pas de problèmes, là, mais de défis de taxation entre les lois fiscales de la Belgique puis les lois fiscales du Canada. Ça, ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est vraiment le fait que c'est une façon d'encourager le commerce international du Canada à l'extérieur. C'est aussi une belle façon de faire rayonner des entreprises canadiennes qui œuvrent à l'international puis qui ont réussi à se développer puis à aller beaucoup plus loin. Puis, ce que j'aime beaucoup du crédit de recherche scientifique et de développement expérimental, c'est qu'au Canada, on a un très, très beau programme de recherche scientifique et de développement expérimental. On a des crédits d'impôt qui sont très avantageux pour les entreprises qui le font, justement dans le but de faire l'innovation, de pousser la recherche, de pousser des développements technologiques. Je trouve qu'il y a quelque chose de très cool à encourager ce hub-là d'innovation, en partie parce qu'on remarque justement qu'au Canada, à Montréal spécifiquement, on a beaucoup de tech startups, on a beaucoup d'entreprises qui font de l'aérospatial, du pharmaceutique, vraiment là, de la recherche puis du développement qui sont super intéressants. Puis il y a quelque chose de très valorisant de sentir que tu aides à contribuer à la... L'innovation. Oui, vraiment. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans notre quotidien parce que, tu sais, nous, on travaille en capital de risque. Fait que, nous, notre travail au day-to-day, c'est de représenter des compagnies de technologie qui lèvent du financement auprès d'investisseurs. Mais, tu sais, ces compagnies-là, fait que, tu sais, je dirais quoi, 90% de nos clients ont, tu sais, des crédits RSDE pour, justement, tout leur développement logiciel, développement technologique. Puis on voit que c'est une grosse portion, surtout au début. Oui. C'est une grosse portion de leur survie qui tourne autour de ça. Absolument. Donc là, après, bon, il y a tout ce qui entoure. Bon, est-ce que tu peux financer des crédits RSD et tout ça? Mais j'imagine que toi, dans ta pratique, considérant ce que tu nous as dit par rapport à vos taux, par rapport à la compétitivité puis l'avantage coût-bénéfice de vos honoraires versus les montants en litige, ça doit être des compagnies quand même plus substantielles, des grosses compagnies là, versus une start-up que vous représentez pour des crédits RSDE. Mais donc, il y a beaucoup de Fortune 500, mettons, ça, là, exact, dans ce genre de domaine-là. Okay. Mais même chez ces entreprises-là, si je pense à de l'automobile, de l'aérospatial, des télécommunications, c'est des nouvelles technologies qui sont créées et commercialisées éventuellement au Canada. Ça fait vraiment rayonner le Canada en termes d'innovation technologique, là. C'est vraiment, définitivement, c'est moins des startups, là. On va se le dire, là. Mais il y a quand même un effet d'encouragement puis un effet de bouillonnement de l'innovation puis des développements technologiques au Canada qui est encouragé par ce type de programme-là, puis qui ne peut être continué d'être encouragé que si les entreprises réussissent à en bénéficier puis à y avoir accès. Si je comprends bien, les litiges dans ce domaine spécifique, c'est par exemple, j'ai mes crédits de recherche et développement, puis là, je fais mon impôt, puis là, finalement, c'est contesté par l'autorité de l'impôt. Exactement. Essentiellement, là, la plupart du temps, ça va être une question à savoir, est-ce que c'est suffisamment une innovation pour... Est-ce que c'est suffisamment innovant ce que tu fais comme recherche ou comme développement technologique pour se qualifier pour les crédits de recherche et développement? Fait qu'à ce niveau-là, ça va être après ça d'aller chercher différents experts. Donc, si on parle de télécommunications, moi, l'innovation en télécommunications, l'état d'un aspect super spécifique de la télécommunication en 2012, je le connais pas. Fait qu'on va aller chercher différents experts qui vont après ça venir nous expliquer quel était l'état des connaissances, l'état de la technologie globalement
durant ces années-là, qui vont aller décortiquer ce qui a été fait comme innovation, là, ce qu'on a réussi à développer, en quoi est-ce que c'est innovant, en quoi est-ce que c'est différent de ce qui existait déjà par le passé. Puis des fois, après ça, ce qui va arriver, c'est que ça, c'est généralement l'Agence du revenu du Canada parce qu'ils ont des plus grandes équipes d'ingénieurs, de spécialistes qui vont, eux, après ça, faire leur propre analyse de, selon eux, quel était l'état de l'industrie à ce moment-là, quelle innovation vous avez fait, est-ce que ça se qualifie d'innovation ou non. Puis là, on va aller s'obstiner vraiment sur des principes très technique à ce niveau-là. Là. C'est quand même un pari intéressant parce que, de mémoire, je pense qu'il faut prouver qu'il y avait une incertitude au niveau de incertitude technologique. C'est ça. Fait que, c'est quand même un pari au niveau de la compagnie de dire est-ce que l'Agence du revenu va être d'accord avec moi sur l'incertitude technologique qui existe dans le domaine dans lequel j'évolue. Puis on peut penser qu'une compagnie qui évolue dans un domaine vraiment niche, vraiment spécifique depuis des années va être en bonne posture pour déterminer si effectivement il y a une incertitude technologique, là, parce qu'évidemment, ils dépensent des ressources. Oublions pas, là, dans une économie capitaliste, l'entreprise décide de dépenser des ressources pour développer un truc spécifique. On peut présumer qu'il y avait un avantage ou une incertitude ou qu'il y avait un cas d'affaires qui a été justifié. Oui, absolument. Là, après, de se faire challenger par, mettons, l'Agence du revenu pour dire non, finalement, c'était pas assez incertain. Oui. C'est quand même particulier. La différence étant quand même que... j'essaierai de donner un exemple, là, mais OK, mettons, là, j'ai mon crayon ici. Là. Si moi, je me démarre une entreprise de crayons, puis que là, je me dis, OK, ben il n'y a pas de crayons qui existent qui ont cette couleur-là, mais il existe différentes teintures de cette couleur-là, puis différents crayons qui ont cette shape-là. Puis moi, je vais juste utiliser ces deux technologies-là existantes, la technologie de teinture puis la technologie de fabrication de crayons, puis je vais les mettre ensemble, puis je vais faire un nouveau crayon. Ça, si après ça, j'essaie de demander mon crédit de recherche et développement, on va me dire pas vraiment innovateur parce que même si le produit que tu as fait, là, ça va devenir compliqué, là, matériaux consommés, transformés, on n'ira pas dans les détails, mais on va me dire, oui, mais tu as utilisé deux technologies préexistantes, puis tu les as simplement assemblées pour les commercialiser. Les frais que tu auras encourus à ce titre-là, c'est des frais comme n'importe quelle entreprise qui commence à démarrer un produit va investir dans son processus de démarrage, puis après ça le vendre. C'est pas nécessairement de la recherche scientifique ou du développement expérimental. Puis là, après ça, moi, il faudrait que je réussisse à leur démontrer que ce type de teinture-là avait jamais été appliqué sur ce type de crayon-là, que j'étais pas certaine que ça allait fonctionner, que j'ai dû formuler une hypothèse pour laquelle il y avait une incertitude technologique, ça se pourrait que ça fonctionne pas. J'ai mis des ressources pour développer un procédé scientifique pour tester mes hypothèses, puis après ça, j'ai obtenu comme résultat un avancement technologique qui est ce crayon-là de cette couleur-là. OK. Puis là, il va falloir aller démontrer ça. Il faut dire aussi qu'effectivement, les entreprises qui investissent des ressources là-dedans, le crédit, ça rembourse pas tous tes frais. Ça rembourse une faible proportion. C'est comme un coup de main, mais c'est pas... ça rembourse pas tout. Donc, visiblement, les entreprises qui investissent là-dedans parce qu'elles pensent qu'elles vont être capables d'en sortir une innovation qu'ils vont être capables de commercialiser. Est-ce que c'est au niveau comme international? Genre, il faut que je montre que c'est une innovation, pas qu'au Canada, mais genre à travers le monde aussi? Ou comme... Oui. Oui, OK. Oui, mais il faut que ce soit... pour que ce soit une incertitude technologique, il faut que la technologie soit pas déjà accessible. C'est-à-dire, s'il y a une autre entreprise à quelque part ailleurs qui a réussi à développer un processus, mais que son processus... est encore secret, qui n'est pas connu, qui n'est pas accessible au reste de la population, puis qu'après ça, toi, de ton côté, tu développes un processus similaire ou que tu essaies de développer quelque chose quelque chose de similaire sans avoir la recette ou sans avoir l'accès à la recette, ça peut se justifier également. OK. Puis, je dirais, faisons un segue vers ta pratique, parce que c'est vrai qu'on a parlé... Bon, on a parlé de ton parcours, on a parlé des études, on a parlé de ce que tu fais au day-to-day, mais on n'a pas parlé de... Ta vie ressemble à quoi au quotidien? Fait que là, bon, on sait que tu travailles chez Deloitte en litige fiscal. Deloitte légal, essentiellement. Ah, OK. Puis ça, c'est... Une nuance. Oui, bien, c'est une nuance qui est quand même importante à faire parce que c'est récent que ça existe, là. Vous connaissez, j'imagine, les Big Four en comptabilité, là, c'est ça. Fait qu'on a, bon, PricewaterhouseCoopers, KPMG, EY et Deloitte. Et tous ces bureaux-là ont commencé, vraiment, là, il y a maximum une quinzaine d'années, à ouvrir des bureaux d'avocats affiliés. Fait que je ne travaille pas chez Deloitte, je travaille chez Deloitte Légal Canada, qui est un bureau d'avocats affilié à Deloitte, mais on est deux entités légales distinctes. L'idée étant qu'il y a tellement de business qui sort de ces Big Four-là puis qui vont se retrouver dans des cabinets d'avocats qu'il y a une espèce de pont très intéressant à faire en termes d'intégration client pour garder ces clients-là
à l'intérieur du grand parapluie Deloitte ou du grand parapluie KPMG, EY, Price, par exemple, en faisant, c'est ça, un cabinet d'avocats distinct. Fait que c'est Deloitte Légal Canada de manière distincte, mais même si tous nos clients ne proviennent pas de Deloitte, une bonne partie quand même font déjà affaire avec Deloitte, sont confortables avec Deloitte. On va se les faire présenter, puis après ça, c'est à nous de... Puis avant que tu décrives, mettons, une journée dans ta pratique, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as atterri justement chez Deloitte? Parce que là, tu nous as dit que tu as commencé chez BCF, c'est là que tu as eu ton premier cas, puis aujourd'hui, tu es rendu chez Deloitte. Oui. Essentiellement, c'est simplement parce que, comme on a discuté auparavant, dans la plupart des bureaux d'avocats, quand il y a une pratique en fiscalité, c'est une pratique qui est principalement de la planification fiscale et minimalement du litige fiscal. Fait que généralement, tu vas avoir 1, 2, 3 avocats peut-être qui font du litige fiscal. Dépendamment des gens, tous les avocats n'ont pas nécessairement la même quantité de travail à déléguer. Donc, il y a des avocats qui vont faire du litige fiscal qui réussissent à... gèrent surtout leur pratique eux-mêmes, vont, surtout quand tu es jeune puis que tu n'as pas tes propres clients, vont te déléguer certains mandats, mais pas suffisamment pour t'occuper, mettons, à temps plein. Ce qui faisait en sorte que moi, je me retrouvais dans une position où je ne faisais pas exclusivement du litige fiscal, malgré le fait que c'était ce qui m'intéressait le plus. Donc, la raison pour laquelle j'ai été chez Deloitte Légal, c'est parce que Deloitte Légal, l'équipe de litige fiscal de Montréal est une équipe exclusivement de litige fiscal. Donc, c'est entre, puis là, ça varie dépendamment, là, mais à Montréal spécifiquement, là, on va être près d'une quinzaine d'avocats qui font exclusivement du litige fiscal. Donc, pour moi, c'est intéressant parce que ça me permettait de ne faire vraiment que ce que je voulais faire. Puis, j'avais 2 anciennes collègues qui travaillaient là à ce moment-là. Fait que rendu là, bon, le classique, là, c'est toujours comme ça que les gens finissent par changer d'emploi ou bouger un peu. Là. Tu connais quelqu'un, vous allez luncher, vous en discutez, vous parlez, puis éventuellement, ça se fait plus naturellement. Avec les gens que tu connais, ouais, je comprends. Exactement. Puis là, aujourd'hui, mettons, tu commences ta journée, ça ressemble à quoi chez Deloitte, l'équipe, l'environnement, qu'est-ce que tu fais? OK, donc, on n'a pas de... mais comme beaucoup d'avocats, en fait, là, c'est très flexible. C'est-à-dire que t'as pas d'heure de début, t'as pas d'heure de fin. Voilà, t'as pas d'obligation d'aller au bureau nécessairement, t'as pas de restriction de télétravail quelconque non plus. Fait qu'essentiellement, là, je dirais que la plupart du temps, je vais au bureau parce que j'aime beaucoup mes collègues de travail, puis qu'on a vraiment du fun, puis que c'est agréable et plus facile de se concentrer aussi. Il y en a qui sont plus matinales que d'autres. Tu sais, moi, mettons, je vais arriver au bureau à 9 h. Là, comme je suis pas un early bird, définitivement pas. Je vais arriver, je vais commencer avec, bon, ma liste de to-do. Puis là, après ça, je vais généralement faire les tâches qui requièrent le plus de concentration en avant-midi, c'est-à-dire si j'ai de la rédaction à faire, fait que de la rédaction d'un avis d'opposition, bien là, il va falloir que j'aille chercher toute la documentation du contribuable, que je comprenne vraiment de quoi il s'agit, que je fasse mon plan d'argument essentiellement, que je fasse la recherche nécessaire avec mon plan d'argument, puis après ça, je peux commencer à aller le rédiger, puis après ça, on va l'éditer et le rééditer et le rééditer jusqu'à temps que ce soit vraiment là, le plus efficace et précis et incisif possible. Sinon, ça peut être aussi, si on a de la préparation de procès, ça va être de la rédaction d'argumentation, préparation de plan d'interrogatoire, plan de preuve, cahier des autorités, etc. Puis, après ça, mon classique, c'est que l'après-midi, après le petit crash du lunch, là, où est-ce qu'on a tous un petit peu moins d'énergie, là, j'opte pour ce qui nécessite moins de concentration, mais qui garde le plus réveillé. C'est-à-dire s'obstiner avec l'Agence du revenu du Canada ou avec l'Agence du revenu du Québec. Exactement. Une spécialité qu'on développe. Puis ça, à ce moment-là, là, ça va être généralement des appels comme, par exemple... tu sais, ça demeure que c'est pas parfait, là, la machine étatique. Tu vas avoir fait, par exemple, une demande d'allègement des intérêts dus à des délais qui ont été causés par l'autorité fiscale, mettons. Fait que tu dis, ça vous a pris une éternité comprendre mon dossier. Puis pendant que vous étiez en train de comprendre mon dossier, bien, il y a des intérêts qui se sont accumulés sur ma dette fiscale. Puis parce que ça vous a pris une éternité, ces intérêts-là sont quand même élevés. Fait que j'aimerais ça, s'il vous plaît, que pour la portion qui est due à vos délais,
que vous annuliez les intérêts pour cette portion-là, par exemple. Tu envoies ta demande d'allègement des intérêts, puis là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois passent, puis il n'y a toujours pas de nouvelles. Fait que là, tu te retrouves à devoir rappeler pour vérifier cette demande-là. Est-ce qu'elle est rendue à quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assigné? Puis là, s'il y a quelqu'un d'assigné, s'obstiner jusqu'à temps que tu réussisses à obtenir son numéro de téléphone. Une fois que tu as réussi à obtenir son numéro de téléphone, l'appeler. L'appeler 3, 4, 5, 6 fois jusqu'à temps qu'il arrête d'ignorer tes appels puis qu'il te rappelle. Puis là, une fois que tu réussis à l'appeler, c'est de dire « Bonjour, j'ai une demande, ça fait 8 mois qu'elle est arrivée. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut s'entendre? » Puis là, ça va être « Ah non, mais c'est impossible de faire ça. Ça fait pas partie de mes autorisations. » Fait que là, tu vas commencer à dire « OK, quelle autorisation? » Puis là, c'est vraiment dans Astérix Obélix, dans les 12 travaux d'Astérix, là, la maison des fous, où est-ce qu'il fait juste aller de différents étages puis tout le monde pointe les autres en disant que c'est de leur faute. Il y a beaucoup d'administratifs à gérer en litige fiscal avec les autorités fiscales. Et c'est beaucoup... À ce moment-là, on ne deal pas avec des avocats. À ce moment-là, on deal vraiment avec des employés administratifs. C'est beaucoup de « c'est pas moi qui s'occupe de ça, c'est tel autre département, puis c'est telle autre place, puis je t'ai fait une référence, puis t'as un numéro de référence, puis le numéro de référence, ça donne nulle part. » OK. Ça travaille la patience, la créativité et la persévérance. Mais ça te permet... voilà. Ça te réveille. Ça permet vraiment, 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 par contre, d'avoir une excellente compréhension de comment le système fonctionne. Puis après ça, en date d'aujourd'hui, quand vient le temps de lire un rapport de vérification ou de comprendre une décision d'une autorité fiscale, j'ai parlé avec tout le monde sur tous les niveaux qui ont participé à ça ever. Ça donne une bien, bien meilleure compréhension de ça. Puis après ça, ça va être la continuation de répondre à tous les courriels qui se sont accumulés dans la journée, faire de la gestion de clients. Quand, par exemple, tu as un délai d'opposition, un délai pour te poser une cotisation, c'est 90 jours après qu'une cotisation soit émise. Peu importe que tu fasses ton opposition au jour 3 ou au jour 90 après ton avis de cotisation, ça ne change rien parce que ça va quand même prendre 2 ans à l'autorité fiscale pour te répondre. Fait gérer des appels clients pour essayer de leur expliquer que malgré le fait que ça fait 3 jours que la cotisation est sortie, ça prend du temps de faire les choses bien et qu'on a 90 jours et qu'on va les prendre pour s'assurer de faire le meilleur travail possible. Fait que beaucoup de gestion d'attente client, beaucoup de gestion à l'interne, énormément de lecture, énormément de rédaction, énormément de dessins sur le tableau blanc dans mon bureau pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé où, en quelle année, avec quoi. C'est pas mal ça, je dirais. Puis niveau gestion client, vu que tu en as mentionné un peu, tu sais, par rapport aux frais juridiques, tu sais, ça va quand même sur leur facture, mais quand c'est l'autorité de l'impôt qui est en erreur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils doivent quand même payer tous les frais juridiques puis tout le temps perdu par rapport à ça? Puis comment est-ce qu'ils se sentent aussi par rapport à ça? Comment est-ce que tu peux gérer leur attente? Définitivement frustrée. Puis ça, c'est la difficulté, malheureusement, dans ce genre de circonstances-là, c'est qu'après ça, une fois que l'agence reconnaît, par exemple, qu'elle a fait une erreur, le remboursement qui va venir avec la reconnaissance de leur part qu'ils ont fait une erreur, ça va être le remboursement de l'impôt qui a été payé ou de l'intérêt qui a été payé. Il n'y a pas de remboursement des frais d'avocat que tu as dû payer pour leur faire réaliser que c'est leur erreur. Puis je pense à un exemple qui est flagrant, là, parce que c'est tellement niaiseux. J'ai un contribuable, comme très récemment, là, qui a réglé 3 années d'imposition avec l'Agence du revenu du Canada. Fait qu'ils se sont tous entendus sur un montant. Finalement, là, on a fait du back and forth, des arguments, puis on est d'accord, ça va être ce montant-là. Ils envoient un paiement pour couvrir l'impôt et les intérêts payables pour ces 3 années-là à l'Agence du revenu du Canada. Ils envoient un chèque. Le chèque est encaissé, pas de problème. Les choses passent, grosse entreprise. Un jour, ils reçoivent un remboursement de l'Agence du revenu du Canada. Ils se disent, ça doit être pour X, Y, Z raison. Il y en a tellement qui rentrent rendus là. Il y a tellement de différentes choses qui se passent partout que tu poses pas trop de questions, ils sont bien contents, c'est fini. Puis là, éventuellement, ils reçoivent une lettre qui dit « On va prendre des mesures de recouvrement à l'encontre de votre dette pour 2 des 3 années qu'on a réglées. » Puis eux autres se disent « Non, parce que je vous ai envoyé un chèque, moi, là. Moi, je les ai payés, ces années-là, comment ça se fait? » Fait on demande un état de compte. Pas possible d'obtenir un état de compte, ça prend 90 jours, puis en attendant, il y a les mesures de recouvrement qui avancent. Fait que là, déjà, ça veut dire que là, tu payes des frais de... gens comme moi, qui se retrouvent à appliquer pour dire « J'ai besoin d'une explication, j'ai besoin d'un état de compte, qu'est-ce qui se passe, what's up?
Pour finalement, après des heures au téléphone, réussir à obtenir des bouts d'informations qui te permettent de voir le puzzle. Ce qui est arrivé, c'est que l'Agence du revenu du Canada, à la place de prendre le chèque puis de l'appliquer sur les 3 années selon ce qui était payable, ils ont tout appliqué sur 1 année, puis ils ont dit « Hey, vous nous en avez envoyé ben trop! » Puis ils ont remboursé le reste. Oui, je comprends. Fait qu'ils n'ont jamais appliqué ça sur, mettons que c'est année 1 puis année 2 et 3. Ils ont tout appliqué sur année 1, puis après ça, ils ont remboursé le surplus. Ils n'ont rien mis sur année 2 et 3. Fait qu'année 2 et 3, le contribuable qui pensait avoir payé, le solde est juste encore là. Incroyable. Ça fait plusieurs mois à ce moment-là de ça. Ça, c'est plusieurs mois d'intérêts accumulés sur un paiement qui est supposé avoir été fait, qui a été fait par un contribuable, puis qui a juste été mal processed par l'Agence du revenu du Canada qui l'a remboursé. Donc, on appelle pour dire, OK, là, on vous l'a renvoyé, votre remboursement, là. Assurez-vous de le traiter comme du monde, les amis. S'il vous plaît, mettez-le sur l'année 2 et 3, de 1. Et de 2, là, maintenant, il ne sera pas suffisant pour couvrir les montants payables pour l'année 2 et 3 parce qu'il y a des intérêts qui se sont accumulés. Ces intérêts-là, on va vous demander de les canceller parce que c'est votre erreur administrative. Là. Nous, on a payé il y a plusieurs mois. Il n'y a pas d'intérêt qui devrait être en train de courir. Ce qu'on se fait répondre à ce moment-là, c'est vous devez présenter une demande d'allègement des intérêts. Une demande d'allègement des intérêts, c'est plusieurs heures d'avocat, de rédaction à préparer. Puis après ça, une fois qu'elle est préparée, il faut l'envoyer. Puis après ça, une fois qu'elle est envoyée, il faut faire des suivis. Puis après ça, une fois qu'on a fait des suivis, il faut s'assurer que ça soit bien traité. Fait que là, on commence à monter une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour quelque chose qui a été parfaitement bien fait par le contribuable puis qui résulte d'une erreur administrative avouée de l'agence. Mais ça, c'est intéressant. Ça ne sera jamais recouvert. C'est ça, c'est terrifiant, là. Oui. Mais ça doit quand même être une particularité du litige fiscal versus de la planification fiscale. Parce que, tu sais, je peux imaginer, si nous, on fait beaucoup de planif dans nos transactions qu'on fait, fusion, acquisition, financement, tu sais, les clients, ils sont heureux parce qu'ils sont là. Tu sais, c'est facile à vendre, là, de dire, on va faire une planification fiscale, tu vas sauver de l'impôt, ça va être plus optimal et tout ça. Les clients sont là, parfait, je vais sauver X par année, je vais payer Y, je suis net positif, fantastique. Le mindset moyen de votre client, il ne doit pas être je vous appelle parce que, tu sais, ils ont pas. En fait, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas envie. Non, ils auraient préféré ne jamais avoir besoin de nous. C'est ça, exactement ça. Puis comment tu gères ça, tu sais, au quotidien? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que tu as vécu, au final, tu vis avec ça? Ce qui rend ça plus facile dans ma situation actuelle, c'est le fait que ce sont de grandes entreprises. Il n'y a personne là-dedans qui paye de sa poche. Je comprends. À la limite, il y a un CEO ou un CFO qui va être frustré de devoir inclure ça dans son bilan financier. Ouais. C'est pas le même... C'était beaucoup plus lourd à porter mentalement quand c'était des dossiers comme le premier procès que j'ai fait dont je vous parle, où est-ce que c'est une entreprise familiale. Oui. C'est une petite famille qui se retrouve avec une cotisation à 7 chiffres. Ouais, je comprends. Là, ce qui arrive généralement, c'est que ces entreprises-là ont une certaine prévoyance. Il y a toujours des montants qui sont alloués à possible litige, possible problème. Ils ont une marge de manœuvre que des contribuables individuels, généralement, n'ont pas. Ou ont vraiment moins. Fait que ça rend ça beaucoup moins lourd de notre côté. La frustration est moins grande. Honnêtement, la détresse, à la limite, là, est pas là. C'est vraiment pas la même situation. Puis ça, c'est l'avantage de travailler avec des plus grandes entreprises. Le fait que c'est pas dévastateur de la même façon que ça peut l'être pour un plus petit contribuable. Mais c'est sûr qu'ils sont jamais contents de nous voir. Ils sont contents que vous fassiez bien le travail, mais ils auraient préféré l'éviter. Ben c'est ça. C'est que, tu sais, si, mettons, on parle de 55 millions en crédits de recherche scientifique et développement qui ont été refusés, puis qu'on a chargé 1 million de frais d'avocat, ben ils recouvrent 54 millions à la fin. Good enough. À la fin, ils sont quand même de bonne humeur, ils vont s'arranger, puis ils vont nous recommander à nouveau à leurs amis au besoin. C'est pas la même game. Je comprends. Y a-t-il des éléments au quotidien qui sont substantiellement différents de ce que tu anticipais ou ce que... Tu sais, si tu regardes là, maintenant, y a-t-il des choses sur lesquelles tu as changé d'idée ou qui font... Tu dis, OK, mais je pensais pas que c'était comme ça, le litige fiscal? Bien, moi, c'est justement ça. C'est qu'avant de faire du litige fiscal, personnellement, je pensais que la fiscalité, c'était... J'avais une vision très, très négative là, de l'idée que, un, c'était plate, et deux, que c'était des circonstances dans lesquelles des grandes entreprises veulent pas payer leur part puis essayent de
essaye de flouer l'État, puis vraiment, là, comme c'est les petits contribuables qui en souffrent au final. Puis mon impression en date d'aujourd'hui a complètement changé, en bonne partie parce que, surtout quand c'est des grandes entreprises, ce sont aussi généralement celles qui ont la meilleure comptabilité. Là. C'est-à-dire qu'ils ont des départements complets comptables. C'est généralement très bien organisé, très above board. Là. Ouais. Comme c'est très, très légitime la façon dont leurs affaires sont gérées, ce qui n'était pas mon impression initiale avant de faire du litige fiscal du tout. Mon impression initiale était aussi que l'État c'était mieux organisé que ce que c'est pour de vrai. Mais ça, en même temps, c'est toutes les très, 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 très grosses machines. C'est toujours plus difficile à bouger, puis il y aura toujours une erreur humaine à quelque part. Là. Mais ça a définitivement changé. Là. Je pensais pas que c'était aussi clean que ça, disons. OK. Puis est-ce que tu trouves ça... Est-ce qu'il y a un stress quand même? Genre, est-ce que ton milieu de travail est stressant, somme toute, même s'il n'y a pas la détresse des grandes entreprises? Oui, c'est stressant, mais pour moi, c'est la différence entre le stress puis la lourdeur. C'est-à-dire que pour moi, du stress, c'est quelque chose de normal quand tu as beaucoup de choses à faire, que tu as de la pression pour obtenir des résultats puis que tu te pousses. Pour moi, du stress, c'est pas négatif. De l'anxiété ou une grande empathie pour un contribuable qui a vraiment l'air d'être comme en détresse, ça, pour moi, c'est lourd. Ça, c'est négatif. Ça, c'est difficile. Mais le stress normal qui vient avec le fait d'avoir beaucoup de choses à faire puis des attentes élevées, c'est à la limite plus une force d'encouragement à se pousser puis à accomplir plus que ce que tu pensais être capable d'accomplir. Ce que je fais présentement, il y a 5 ans, je pensais pas que j'étais capable de travailler autant que ça. Puis tu te pousses, tu penses que ce sera pas possible, tu penses que tu seras pas capable, puis finalement tu le fais, puis après ça tu te dis « Ah ben crime, je l'ai fait, puis je suis encore là. » Fait que c'est ça, ben c'est ça, tu bâtis là-dessus. En fiscalité, sans cours, sans rien, fait que j'imagine ça peut être évident au début. Non, c'est beaucoup de... Faut être un peu autodidacte, là, définitivement. Mais même en ayant fait ces cours de fiscalité, il faut être un peu autodidacte. Là, pour être fiscaliste, c'est minimalement soit la maîtrise en fiscalité, ce que les gens font s'ils savent déjà qu'ils sont intéressés par la fiscalité en sortant de l'école. Surprise. Ou un cours qui est offert par l'Ordre des CPA du Canada, qui est le In-Depth Tax Program. Puis le In-Depth, là, comme on l'appelle essentiellement, c'est la formation de fiscaliste la plus répandue au Canada. Parce que la maîtrise en fiscalité, elle n'existe pas partout. Elle existe... écoute, je pense qu'il l'a en Ontario puis au Québec. À Sherbrooke, je sais qu'ils l'ont. Là. Oui, je sais que Sherbrooke l'offre. Je sais que la HEC l'offre aussi, mais... pour le reste du Canada, c'est principalement le In-Depth qui est fait. Puis le In-Depth, c'est 3 ans de formation à temps... Ben, pas temps partiel, mais en travail en temps plein. C'est fait pour des professionnels qui travaillent à temps plein. Il faut avoir travaillé au minimum 1 an en fiscalité à l'avance, puis avoir été recommandé par quelqu'un pour pouvoir s'inscrire dans le programme. Puis après ça, c'est 3 ans d'études de spécialisation en fiscalité, suite à laquelle tu as le titre de fiscaliste, c'est pas un titre contrôlé. Là, n'importe qui pourrait dire « je suis fiscaliste demain matin ». Mais techniquement, hein, pour être reconnu par ses pairs c'est ça. comme fiscaliste, c'est la maîtrise ou le In-Depth. OK. Fait que tu le fais en ce moment, le In-Depth? Je termine mon In-Depth, oui, cette année. OK. Puis quand t'as trouvé ça? Moi, j'ai beaucoup aimé ça, le In-Depth, personnellement. Là. J'ai trouvé que c'était une super belle expérience. C'est très pratique, c'est très comptable, mais à la limite, moi, j'ai trouvé que ça m'apportait un apprentissage que j'ai pas eu n'ayant pas fait ma comptabilité. Fait que j'ai beaucoup aimé ça, même. Puis, à la limite, je peux pas comparer avec la maîtrise parce que, évidemment, je l'ai pas fait, mais j'ai trouvé ça très intéressant de me pousser plus loin sur la fiscalité une fois que j'avais déjà eu les pieds dedans. Absolument. Parce que je trouve que tu comprends beaucoup mieux les concepts qu'on te présente quand c'est concret parce que tu les appliques déjà que quand c'est quelque chose de complètement abstrait en étant étudiant ou est-ce que tu dis c'est important parce que le prof l'a mis dans le cursus puis il a l'air de juger que ça compte. Mais pour toi, t'es pas là encore. Là. Ça, je le recommande vraiment chaudement là, à quelqu'un que ça intéresse. Super. J'aurais une dernière question pour toi. Oui. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant
qui est en droit puis qui commence, ce serait lequel? De faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité. Presque tout le monde que je connais, presque, avait une idée en entrant en droit, au milieu de son bac en droit, à la fin de son bac en droit et en date d'aujourd'hui, complètement différente de ce qu'ils allaient faire comme pratique. Mhm. Ça change beaucoup. Puis je pense qu'une des façons de se retrouver là où tu es supposé être, là, puis de vraiment te retrouver sur ton X, c'est de te donner l'opportunité de rester ouvert d'esprit puis de rester flexible. Fait que même si tu penses pas que ça t'intéresse, c'est correct. T'es pas obligé d'aller dans quelque chose que tu penses pas qui t'intéressera, mais si tu as des opportunités de toucher à différentes choses, si tu as l'opportunité d'essayer un peu, prends-la. Essaye. Au pire, t'aimes pas ça, mais laisse-toi... Laissez-vous de l'espace un peu pour évoluer là-dedans. C'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui aussi. Là. C'est une bonne boucle pour la mission qu'on a aussi, c'est de montrer aux étudiants en droit qu'il existe des niches de pratiques là, que les gens connaissent pas, qu'on voit pas à l'école, que c'est une version vraiment difficile de s'imaginer ça ressemble à quoi au quotidien. Puis honnêtement, c'était super cool de te parler parce que tu as l'air passionné par ce que tu fais, que c'est vraiment... J'aime beaucoup ce que je fais, oui. C'est un bon signe. J'espère que ça va pouvoir inspirer d'autres personnes aussi à regarder ce domaine-là puis voir si ça pourrait les intéresser aussi puis à te l'essayer. Fait que, merci beaucoup, Audrey, d'avoir passé du temps avec nous. Merci à vous autres. Si jamais les étudiants ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter par LinkedIn? Ou... Absolument. Je suis la pire sur LinkedIn, mais mon courriel de travail est listé sur le site de Deloitte Légal Canada. Fait que c'est simplement deloittelegalcanada.ca, si je me trompe pas. On a l'équipe de Montréal, là, bien sincèrement, et moi, mais évidemment aussi là, tout le monde qui est... tous les avocats qui sont listés, là, c'est vraiment, vraiment une belle équipe. Là. C'est des gens vraiment cool, vraiment sympathiques, super faciles d'approche. Si les étudiants ont des questions quelconques, un intérêt, envie de prendre un café, d'en discuter, là, vraiment, on est très ouverts à l'idée. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Andréane. Merci à vous. Merci.